Ok, bonjour. Donc, je voulais intervenir pour faire un test. Nous sommes le 14 juillet. Il est midi 56. Et le téléphone bug un peu. Bon, donc là, je filme avec un smartphone que m'a prêté une amie qui est un Fairphone 3. Mais l'écran bug un peu. Et je voulais faire une sorte de réflexion sur Bernard Stiegler. Ou Stigler. Et Lordon aussi d'ailleurs. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je me suis beaucoup intéressé aux technologies. Et en effet, chez Stigler et Lordon, surtout chez Stigler, il y a l'idée que les technologies sont des espaces qui sont potentiellement des espaces d'émancipation, mais qui peuvent aussi être des espaces d'une extrême aliénation. Et donc il reprend des concepts chez Marx, de la prolétarisation, de l'aliénation, etc., etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est qu'une manière de voir le problème. C'est-à-dire que là, je réécoutais ce qu'il disait, et en fait, je trouvais que c'était un peu trop. En fait, finalement, dans mon parcours, j'ai été très touché par ce qu'il racontait. Euh, donc, il continue les travaux de Guattari-Deleuze, entre autres, de Derrida, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que ça se fonde quand même sur des socles que j'ai voulu remettre en question. Parce que j'ai eu l'impression, en fait, qu'il n'y avait pas d'issue. Qu'il n'y a pas d'issue, quelque part, parce que, voilà, en fait, selon Stigler, il y a quand même une issue qui est de se réapproprier les pharmacones, de changer l'économie politique, mais ça demande, en fait, un travail considérable. Il faut changer toute l'économie, quoi. Donc, alors, ça veut dire quand même faire des mesures politiques, mais en fait, aujourd'hui, politiquement, j'ai l'impression qu'on n'en est pas là. Enfin, politiquement, on en est à se battre pour les retraites. Enfin, on est sur un autre. Enfin, je trouve qu'on n'est pas du tout en train d'anticiper. Ces questions-là sont pas du tout pour l'instant anticipables à cette échelle-là. Et en fait, j'ai l'impression voilà, qu'il y a une sorte d'impuissance, quoi, que quelque part, tout est déchaîné quelque part, hein. C'est comme s'il présupposait quelque part dans son paradigme que on avait encore la possibilité de sortir de ce qu'il appelle la prolétarisation. C'est-à-dire qu'à part que prolétarisation, ça veut dire finalement on est contrôlé par les machines, c'est plus les humains qui contrôlent les machines, mais l'inverse. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été le cas en fait? Est-ce que quelque part on n'a pas toujours été contrôlé par des machines? Moi, de plus en plus j'ai ce rapport-là et je crois que c'est un peu ce que j'ai compris de Guattari Deleuze aussi, hein, l'idée que justement on est produit par. Enfin, c'est ce qu'il dit aussi, hein, de il y a une grammatisation des machines, il y a une subjectivité qui émerge par rapport à une grammatisation. Bon, ça marche pas très bien. L'écran est vraiment pété, hein, c'est bon. Bon, enfin en tout cas, comment penser de ça? En fait, c'est à ce truc-là, voilà, comment dire, je tourne en rond là. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, avec le paradigme de Stigler parce que je peux pas le résumer en quelques phrases, bien sûr. Mais c'est l'idée en effet que les technologies, notamment de l'attention, que sont les GAFAM, le numérique, etc., ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles sont capturées par une logique capitaliste qui fait que notre attention, elle est comme configurée dans une conception capitaliste du monde, et donc du coup, on est quelque part pris dans des schémas qui sont similaires à ce que Marx avait euh, théorisé par rapport à l'industrie de son époque. En gros, là où il y avait une industrialisation du geste chez Marx,
à l'époque de Marx par les grandes industries, et bien là on est face à une industrialisation de l'attention, de la pensée, de la culture. Bon. Et donc c'est lié aux industries culturelles de Adorno et Horkheimer, je crois, je ne suis pas tout à fait sûr de son nom, qui ont écrit en effet sur les industries culturelles. Et c'est vrai que c'est des questions qui m'intéressent beaucoup parce que même Guy Debord, en fait, et ça, je sais, il le dit, je l'ai jamais vu cité directement chez Guy Debord. Après, je suis pas sûr que Guy Debord cite grand monde non plus, je sais pas. Mais c'est vrai que Guy Debord aussi se méfie beaucoup des industries culturelles et ce qu'il appelle le spectacle, c'est pas que ça, je sais pas si c'est que ça, mais en tout cas, c'est beaucoup lié à ça aussi. C'est beaucoup lié à une sorte de système capitaliste qui s'accapare la culture comme marchandise, comme matière première. Bon. Et en même temps, là-dedans, il y a aussi quelque chose qui m'apparaît maintenant un peu suspect. Parce que quelque part, quand on fait ça, on se réfère, et Stigler aussi s'y réfère un peu en disant, il y aurait un peu des vrais artistes, si on veut, des vrais... Alors, comment ça marche? Des vrais... voilà, des vrais philosophes, entre guillemets, qui seraient des philosophes en dehors du marché, en dehors... enfin, qui s'inscrivent dans une tradition très longue, si on veut, quelque part, qui sont sur le temps long, voilà, du chant, par exemple, etc. Et que quelque part... euh, voilà, en fait, il appelle un petit peu à se dire attention parce que les artistes, les philosophes sont en train de se faire prolétariser, sont en train quelque part de travailler pour la grande industrie, d'être des prolétaires, et finalement de plus être autonomes sur leurs outils de production, de ne plus produire leur propre pensée, leur propre système de pensée, etc. Euh, je ne sais pas si je comprends bien ce qu'il raconte là-dedans, mais il y a ce truc-là un petit peu, voilà, de quelque part, il dit un petit peu, bon voilà, nous intellectuels, ne nous laissons pas faire, face à cette sangsue que le capital qui nous aspire, qui fait quelque part qu'on va être dépossédé de nos outils de production. Euh, Parce que les moyens de production, c'est plus les moyens de production simplement matériels, entre guillemets, mais c'est aussi les savoir-faire, les savoir-être, les savoirs théoriques, c'est-à-dire les moyens de production qui ne sont pas simplement en train de produire la nourriture, mais aussi produire la pensée, produire le culturel, etc. Bon. Et en même temps, on pourrait se questionner en se disant, oui, mais en fait, est-ce que les intellectuels n'ont pas toujours été dans des industries? C'est-à-dire qu'en fait, moi c'est là où je trouve ça un peu étrange, c'est que... euh, alors, moi je trouve que l'interrogation qu'il pose, elle me semble très importante, hein. Je trouve que c'est des questions très très importantes, et moi ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours, évidemment. C'est pas pour dire que c'est faux qu'il pense à côté, évidemment, bien sûr que non. Moi je suis évidemment très respectueux de la pensée de Stigler, évidemment. Ça me... C'est très marquant. Mais j'essaie de faire un déplacement, en fait, de se dire, en fait, finalement, là où il voit quelque part une sorte de rupture, il y a une continuité. Et c'est comme Debord, en fait. Moi, Debord, pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, là où il voit du spectacle, et donc, en fait, le spectacle a toujours existé, et ce qu'il appelle le spectacle, finalement, ça a un caractère ontologique. Et donc, pour moi, c'est un renversement. Ça veut dire que là où on voit quelque chose qui est un peu mauvais, en fait, ce truc mauvais est un sous-ensemble d'un système plus général, et que c'est un... voilà, et c'est toujours le même problème. Pour moi, c'est ce qu'on trouve chez Debord, chez Stigler, mais chez Marx aussi. C'est quelque chose qui vise quelque part à considérer qu'il y a une sorte d'exploitation, de capteur de la plus-value, un truc comme ça. Et qu'il y aurait une sorte de système, en fait, qui serait une sorte de parasite, qui serait le capitalisme, qui va quelque part comme ça s'accaparer. Euh, voilà, il y aurait une sorte de vraie production, qui serait la production des humains, qui produisent comme ça, de manière artisanale des trucs, et le capital viendrait se fixer dessus et viendrait pomper quelque chose. Hein. Alors voilà. Euh, Dans la critique de la valeur de Anselm Diape ou Roswitha Scholz, je ne suis pas sûr de son nom, j'arrive jamais à le retenir. Bah, il y a l'idée que c'est peut-être. Non, c'est plutôt Moïse Postonder. L'idée que ce schéma-là, il serait un peu antisémite, en fait, parce qu'il relèverait d'une logique de parasitage, en fait. L'idée, ce qu'on peut se dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas de parasitage? Il n'y a pas de parasitage de la bourgeoisie ou du capitalisme, et que ce qu'on appelle le capitalisme, c'est en fait un système, disons, qui fait partie du système, si on veut. C'est que c'est pas une espèce d'extériorité, mais c'est quelque chose qui fait partie de nous, si on veut, et qui est un mécanisme qui est nécessaire à comprendre. Et peut-être qu'on le voit comme un parasite parce qu'on ne comprend pas très bien à quoi il sert. Alors qu'en fait, si on comprenait à quoi il sert, on pourrait se dire, ah bah non, bah c'est super en fait, enfin, ça fait partie du truc. Bon.
Pour moi, il y avait en effet une sortie intéressante dans un livre de Marc Alizard qui s'appelle Crypto-communisme, que je trouve vraiment très très intéressant sur cette question d'entropie précisément. Enfin, pour moi, ça touche beaucoup la question d'entropie. Euh, et qui consiste à... Un peu beaucoup de batterie, merde. Qui consiste à considérer qu'en fait, euh, cette question de parasitage, elle est pensée à partir de la loi de la thermodynamique. C'est-à-dire que en thermodynamique, il y a en effet la seconde loi de la thermodynamique qui va dire que l'entropie, elle augmente en fonction du temps. Elle augmente en fonction du temps. euh, cette entropie qui augmente en fonction du temps, en fait dans un moteur, enfin, chez Marx, voilà, chez Marx, il y a ce truc-là qui est un petit peu, on va, on va mettre de l'énergie dans le système. La force de travail, c'est l'énergie, et cette énergie euh, va produire du capital en fait quelque part. Et c'est comme si, voilà, par exemple, si on fait chauffer quelque part un moteur, donc on a du combustible si on veut, on a de la matière, c'est la force de travail quoi, c'est plutôt comme ça, plutôt une sorte de force de travail. Donc ça c'est les ouvriers qui font tourner le truc. Et en même temps, quelque part, ça produit de l'énergie qui va faire tourner le système. Voilà. Mais cela dit, il y aura en effet un surplus d'énergie. Et le surplus d'énergie, c'est la plus-value. Bon. Sauf qu'en fait, alors, je ne peux pas dire que j'explique très bien, mais à ce moment-là de Marx, en fait, la question de l'entropie n'était pas posée tout à fait sous ces termes-là. Et en fait, on se rend compte qu'il faut réguler l'entropie. Donc il faut quelque part mettre de l'information dans le système. Ça veut dire qu'il faut mettre un pot d'échappement ou mettre un système de refroidissement. Et en fait, l'idée, c'est que chez Marc Alizard, c'est qu'en fait, ce système qui vise à remettre de l'information dans le système, ça peut être conçu comme une sorte de travail, si on veut, ou ça peut être conçu comme une manière, quelque part, de, de donner de l'information. Et donc, c'est la plus-value correspond à ça. C'est comme si la plus-value, elle correspondait à un système d'information. Ça veut dire que finalement, en fait, on pourrait supposer qu'il y a un travail, entre guillemets, par le bas, en fait, qui consiste à une sorte de travail disons, du corps, si on veut, qui est le travail un peu manuel, ouvrier, etc. Voilà, qui va produire en effet l'énergie, donc ça c'est le salaire, donc enfin, ou de l'argent, enfin on va donner l'argent qui correspond à ça. Il y aura en effet une plus-value, mais la plus-value, elle est là pour rémunérer un autre type de travail, qui est un travail informationnel, en fait, qui va être le travail en effet, du patron, du trader, en fait, d'un travail intellectuel. Et qu'en fait, quelque part, la conception quelque part marxienne, quelque part, elle se fonde sur une espèce de présupposé dans le travail qui est que le vrai travail, le seul vrai travail qu'il voudrait, serait le travail ouvrier, en fait. Et que le travail, quelque part, entre guillemets, intellectuel, il fonctionnerait pas. Il ne devrait pas être rémunéré. Bon. Et moi, je pense quelque part que. Enfin, en tout cas, il n'agit pas comme un vrai travail, comme un vrai truc. Et j'ai l'impression qu'en effet, chez Marx, il y a une espèce de, 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 de compréhension de la valeur qui vise quelque part à considérer que la valeur est proportionnelle au temps de travail ouvrier, mais en fait, Marx ne présuppose pas qu'il puisse y avoir une production de valeur, disons, en dehors du temps de travail. Ça pose problème, par exemple pour le travail domestique, parce que le travail domestique, vu que c'est pas considéré comme du temps de travail à l'usine, est-ce que c'est pas du temps de travail aussi? Est-ce que le temps de travail des artistes, en effet, comment il est compté chez Marx? Parce que quand on est artiste, on travaille un peu tout le temps, on n'a pas un temps de travail défini. Pourtant, ce qu'on produit, c'est quand même de la pensée, quelque chose, des formes. Voilà, bon, moi, je vois bien que si je fais pas de travail artistique, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de production artistique, il n'y a pas de choses qui en émergent. Donc ce que j'ai l'impression, en effet, c'est que la question du travail chez Marx, en effet, c'est une conception un peu réductrice du travail, qui n'est jamais vraiment définie, qui est un peu un angle mort. C'est comme si les gens qui étaient marxistes, eux, ils présupposent entre eux qu'ils savent tous ce que c'est que le travail, parce qu'ils disent, oui, moi, je travaille dans ma vie, j'ai travaillé. Bon, en fait, ce qu'ils appellent le travail, c'est un effort, en fait, c'est quelque part, ce qu'ils appellent le travail, c'est l'emploi, c'est une manière quelque part, souffrir, quoi, une sorte de rapport à la souffrance, dans l'effort fourni dans un espèce de geste qui se répète. C'est ça qu'ils appellent le travail. Mais en fait, j'ai l'impression que ça, c'est pas. Enfin, ça, c'est relié à la question de l'argent, mais c'est une conception qui m'apparaît pas très pertinente. C'est-à-dire que c'est cette idée que plus on travaille, plus on fait d'efforts, plus on souffre, plus quelque part on est censé gagner de l'argent. Et du coup, puisque ça marche pas, on dit bah voilà,
cet argent-là que j'aurais dû gagner, qu'on m'a promis un petit peu, eh bien, puisque je l'ai pas, ça veut dire qu'on me l'a volé. Donc du coup, c'est le patron qui le vole, etc. Et l'idée pour moi, c'est de se dire, mais en fait, pas du tout. C'est qu'en fait, c'est pas quelque part que le patron vole de l'argent, si on veut, ou quelque part il profite un peu de cette situation. Il est dans une logique un petit peu, on va dire, c'est un peu quelqu'un qui est assez malin, si on veut pas, ou qui est pas. Bon, mais d'une certaine manière, c'est que moi j'ai l'impression plutôt que, en fait, il y a un travail qui ne rémunère pas ou mal, qui est le travail ouvrier, qui est cette conception, c'est plutôt une conception du travail comme étant un truc qui force en permanence et qui fait toujours la même chose. Alors qu'en fait, ça ne rémunère pas, très peu. Et il y a un autre travail qui rémunère beaucoup plus, qui est le travail de la pensée, le travail entre guillemets du patron, le travail de l'entrepreneuriat, etc. C'est pas pour être dans une logique ici libérale, hein, pour dire voilà, il suffit d'être entrepreneur, c'est pas ça. Mais c'est que, en fait, c'est pour dire simplement, c'est que il y a des formes de travail qui sont invisibilisées dans la pensée de Marx, qui ne sont pas comprises dans la pensée marxiste, ni dans le travail ouvrier, ni voilà, parce que quelque part, mais qui est valorisé par contre chez des bourgeois, dans les artistes, dans les milieux intellectuels ou quoi, parce que quelque part cette division, cette conception du travail est différente. Moi j'aime bien en effet que dans la conception du travail ouvrier, enfin dans une boutique un peu prolétaire, il y a un vrai travail, et puis il y a un travail, voilà, pas très intéressant qui est de lire des livres, c'est pas vraiment du travail, je caricature, mais c'est pas tant que ça. Lire des livres, c'est pas du vrai travail au final. Or, on peut supposer que peut-être que le capital, c'est lire des livres. C'est peut-être par qu'en fait, moi c'est une proposition que je fais ici, c'est une théorie de la valeur. Théorie de la valeur, en fait, l'argent est lié au nombre de livres qu'on a lus, par exemple. Et pas à la quantité de force de travail qu'on a investi dans une usine ou un truc comme ça. Dans ce cadre-là, en effet, ben, on peut se plaindre autant qu'on veut quelque part qu'on n'est pas payé à la hauteur de son travail, mais parce qu'en fait, simplement, parce que en fait, l'argent ne correspond pas à une quantité de force de travail. Il correspondrait ici à une quantité de force entre guillemets intellectuelle ou même pas de force d'ailleurs, à une qualité d'attention portée sur un livre, un truc comme ça. Et donc, euh, ce que je dis ici, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est que il y a ici un renversement de la question. Ça veut dire que il ne s'agit pas de prendre au pied de la lettre la pensée de Marx en considérant que la valeur, la production de la valeur est proportionnelle à la force de travail, et une force de travail conçue comme une force de travail quelque part répétitive, homogène et distribuée, qui est une force de travail ouvrière quelque part. Ça, c'est juste une théorie, c'est une hypothèse que pose Marx, qu'il reprend en fait de Ricardo. Et du coup, je dis, bah, cette hypothèse-là, je pars du principe qu'elle ne fonctionne pas. Ou en tout cas, chez Marx, on dit, chez Marx, c'est plutôt, si jamais cette hypothèse était réelle, moi ça me va dans ça là, hein, si jamais cette hypothèse était réelle, alors en effet, dans ce cas-là, la bourgeoisie, quelque part, s'accapare la plus-value. Hein, parce qu'en effet, elle ne bosse pas à hauteur des ouvriers. Voilà. Donc on est d'accord. Mais ça fonctionne uniquement si c'est réel. Moi je dis quelque part, si en effet c'était réel, il y aurait en effet une sorte de capture de la plus-value. Il y a une sorte de vol qui apparaît, on ne sait pas trop comment, mais oui, parce qu'il y a des moyens de production qui sont possédés, etc. Bon, d'accord. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'en fait, ce que je dis m'apparaît à la fois assez simple et en même temps, j'ai besoin de bien le préciser parce qu'en effet, j'ai l'impression qu'à gauche, c'est quelque chose qui peut être très tendu, en fait, cette question-là, parce qu'elle remet en cause tout le reste. Pour moi, elle remet en cause en disant, c'est douloureux à entendre, hein, parce que c'est de dire un petit peu, les ouvriers qui ont travaillé toute leur vie, leur vie s'est basée sur un mensonge. En gros, quelque part, ils ont travaillé pour faire un travail douloureux, difficile, et en même temps, en espérant qu'ils seraient rémunérés à la hauteur de leur travail. Et en fait, quelque part, c'est comme si, euh, en fait, il y avait d'autres moyens pour gagner de l'argent, si on veut. Voilà. Bon. Et en même temps, des moyens beaucoup plus simples. Voilà, c'est comme si quelque part, je sais pas, moi, quelqu'un poussait un rocher tout le long de sa vie, puis à la fin, on lui dit, bon, en fait, t'étais pas obligé de le faire. Voilà. Donc du coup, c'est douloureux à entendre parce qu'on se dit, mais du coup, j'ai gâché ma vie. Bah oui, c'est douloureux. Voilà. Bon. Donc c'est un peu ça l'idée. Bon. Et en même temps, c'est là aussi quelque part où quelque chose d'autre peut se poser. C'est que du coup, on peut penser quelque part à un communisme autrement, hein, si on déplace cette question. Donc c'est pas un communisme ici qui s'agirait de refuser la production, c'est pas un communisme anti-productiviste, c'est même considérer l'inverse. C'est même penser ici l'idée que ce qu'on appelle production, c'est pas exactement ça, c'est que le travail tel qu'il a été posé chez Marx, c'est un travail assez réduit, c'est une conception assez réductrice du travail, et que du coup la question de la production par rapport à ça, elle se pense dans un rapport qui est pas assez pertinent si on veut. Alors que si on repense ici et qu'on donne une nouvelle définition de la production, eh bien on peut être vraiment dans une économie beaucoup plus
complète, entre guillemets, sur... Voilà, donc il s'agit pas de... C'est pas de refuser de produire, c'est juste de refuser de produire dans un cadre trop restreint. Hein, voilà, c'est ça. Donc c'est ouvrir quelque part la production à toutes ces... ouvrir la définition de la production, du travail, dans toutes ses composantes, et de repenser la question de l'économie par rapport à ça, en fait. Bon. Voilà, donc... ce que je veux dire aussi, ça c'est important, c'est qu'en fait, c'est pas non plus quelque part que le travail ouvrier ne sert à rien, que le travail manuel ne sert à rien. C'est pas ça du tout en plus. Ça veut dire que... euh, parce qu'évidemment, quand on dit ça, quand je dis ça, il y aurait cette idée que finalement le travail intellectuel vaudrait mieux que le travail manuel. Or, c'est pas ça non plus. Alors, ce que je dis en effet, par contre, ça me semble possible, c'est que il est possible d'une certaine manière que le travail d'une certaine manière intellectuelle, c'est pas intellectuel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intellectuels qui sont au chômage, qui n'ont pas d'argent, etc. Bon. Mais c'est que d'une certaine manière, certaines fonctions intellectuelles, notamment liées par exemple aux mathématiques, notamment liées à comment on gère l'argent, enfin voilà, de banquier, etc. Bon. Mais c'est pas uniquement intellectuel, ça peut être aussi quelque chose qui est au manuel, par exemple, quelqu'un, un très bon sculpteur, un artiste ou quoi, quelque chose qui serait, ou des gens qui seraient très à l'aise dans le rapport à la vente ou quoi. C'est pas forcément un truc intellectuel, mais il y a quelque part quelque chose dans l'argent, le fait d'avoir beaucoup d'argent, qui relève d'une forme d'expertise, en fait, et que cette forme d'expertise également, elle n'est pas strictement intellectuelle, elle peut être en effet manuelle, etc. Autre chose. Elle peut être un sportif de haut niveau aussi, puis gagner beaucoup d'argent, ça marche aussi. Mais il y a quelque chose qui relève de l'expertise qui n'est pas compris aussi dans la pensée de Marx en tant que tel, littéralement. Mais peut-être que je me trompe. Parce que c'est pareil, c'est pas une question de temps de travail. C'est pas. Alors après, peut-être que je connais mal la pensée de Marx, du coup. Là-dessus, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un terme de. Finalement, et finalement, qui est peut-être pas si mauvais que ça, enfin, entre guillemets, qui est de. Portrait de l'artiste en travailleur, d'un sociologue qui s'appelle. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Merde. Menger. Pierre Manger ou Menger, je sais plus comment. Manger, je crois. Je sais pas comment le prononcer. Dans ce portrait d'artiste travailleur, en effet, il va considérer, et finalement, je trouve que c'était pas si mal que ça. Moi, je trouve que c'est une vision un peu cynique de l'artiste. Et ce que Maurizio Lazzarato lui répond avec la figure de Duchamp, que je trouve intéressante, mais peut-être que la figure de Duchamp est aussi un peu limitée. Dans Portrait d'artiste travailleur de Pierre Manger, Manger, je crois, parce qu'il est français, il me semble, Pierre Manger, il y a l'idée qu'en effet, on peut considérer le travail artistique comme un travail, entre guillemets, ouvrier, quoi, donc comme un travailleur. Et qu'en fait, l'artiste, c'est quelqu'un qui va essayer de vendre sur un marché son travail. Euh, et qu'en tant que tel, il va essayer en effet de le faire. En fait, il va dire que ça, c'est assez intéressant, ça, que finalement, qu'est-ce que c'est que. Enfin, pourquoi un artiste va avoir plus d'argent qu'un autre? C'est parce qu'il va produire une singularité. Enfin, une singularité. Il va se singulariser. C'est-à-dire que quelque part, un artiste qui fait la même chose que son voisin, pourquoi on le paierait plus cher? Après tout, on n'a qu'à le mettre en concurrence avec son voisin. Donc du coup, voilà, je sais pas moi, un artiste qui va faire... bon, mettons, je fais de la musique, mais là, je fais de la musique, mais je fais de la musique qui ressemble beaucoup à de la musique, je sais pas, de la musique... je fais de la trappe, mais je fais de la trappe comme un peu... Je vais être sur une plateforme type de freelance. Je vais faire de la musique trap, disons... qui ressemble à n'importe quelle autre musique trap, une musique trap qui n'a pas de style spécifique, mais c'est juste, on va dire, entre guillemets, de la musique un peu alimentaire qui va pouvoir être fait pour des pubs comme ça, mais qui est un petit peu, on va dire, bon, on reconnaît pas que c'est moi qui l'a fait spécialement. Bah, dans ce cas-là, quelque part, voilà, je suis un peu entre guillemets un artisan musical mais bon, finalement, ce que je fais, c'est un petit peu comme un bateau, quoi. Ça se reconnaît. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas, il y a pas quelque chose de singularisant dans mon travail. Donc dans ce cas-là, pourquoi on me paierait très cher finalement? Parce qu'on peut me payer au même titre que l'autre, parce que ma musique ressemble beaucoup à n'importe quelle. Donc du coup, je suis mis sur un marché dans lequel il y a une concurrence, quoi. Alors que si quelque part je commence à faire de la musique, mais avec un certain style, avec quelque part quelque chose qui me singularise, avec un truc qui a que moi qui le fais, de cette manière-là. Par exemple, si même je chante, par exemple, et que du coup, bah, je chante et puis je suis reconnu pour ma chanson, pour les paroles que j'écris, pour la voix que j'ai, et que je suis, je sais pas, en effet, comme, je sais pas, Taylor Swift, j'en sais rien. Bon. Bah, du coup, quelque part, on peut pas me remplacer. Hein. On peut pas, il y a que moi. On peut pas dire, bah tiens, on va prendre un chanteur, une chanteuse sur scène, n'importe laquelle. Non, non, c'est
il y a une personne. Je suis reconnu pour mon travail et il n'y a que moi qui fais ce travail-là. Donc du coup, je suis reconnu ici quelque part pour, en effet, un travail de singularité, parce que dans ce domaine-là, il n'y a que moi qui suis reconnu par rapport à ça. Alors, je suis mis en concurrence avec d'autres personnes, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus dans des marchés de niche, si on veut, et en même temps, dans ce marché de niche, eh bien justement, il y a que moi qui le fais. Ce qui fait quelque part que l'argent est lié à une forme de rareté ici, en fait, à une singularité, à une rareté, à la fois toucher une forme de désir commun, parce que ça touche quelque part quelque chose qui intéresse les gens, c'est pas une rareté qui est, on va dire, inutile, si on veut, mais donc c'est une rareté voilà, qui touche, qui plaît à des gens, et en même temps qui semble creuser quelque chose, qui renvoie à un désir commun, ou un désir en tout cas partagé, mais qui en même temps, dans lequel on est un expert. Et c'est ce qui fait que on est justement, dans cette forme d'expertise, on travaille quelque chose qui fait on, euh, on peut faire monter les prix, quoi, du coup, parce que du coup, bah, puisqu'il n'y a que nous qui faisons ça, peut-être que là, si on est chanteuse par exemple ou chanteur, on peut être demandé par plein de festivals, on peut faire monter les prix si on veut, et puis le festival ne peut pas nous remplacer par quelqu'un d'autre. Voilà, donc du coup forcément c'est nous qui avons le rapport de force si on veut, voilà, donc du coup on peut monter les prix. Alors que si quelque part voilà, on était bon, un musicien comme un autre, on peut être remplacé. Voilà, si c'est juste trouver juste un bon guitariste mais qui n'a pas de style particulier, bon, on s'en fout, on peut changer. Donc du coup il y a ce rapport là en fait qui se joue ici, qui est en effet un rapport à la singularisation. C'est très intéressant parce que ça veut dire aussi quelque part que ce qui fait qu'on a beaucoup d'argent, c'est qu'on est dans un rapport de singularisation. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, le capitalisme n'est pas simplement ici un outil qui vise à, disons, rendre les gens tous pareils. Peut-être que si, hein, si on veut, peut-être que c'est un effet. Mais en tout cas, c'est que, d'une certaine manière, c'est parce qu'on arrive à se singulariser qu'on arrive à gagner de l'argent. Donc il y a un côté où finalement, réussir dans le capitalisme, c'est aussi se singulariser. C'est aussi quelque part trouver une manière. Donc, dans le sens qu'il n'y a plus vraiment d'opposition, on n'est plus. Il n'y a plus ce truc-là où finalement réussir dans le capitalisme, c'est quelque part. Euh, euh, comment dire, devenir comme tout le monde ou voilà, il n'y a pas forcément à sortir du système pour être forcément soi-même, si on veut, entre guillemets, mais on peut quelque part trouver une manière de creuser une manière d'être soi-même quelque part, tout en réussissant dans le système. Donc c'est intriguant ce rapport-là, hein, je veux dire. Pour moi, ça me sauve un peu parce que du coup, ça sort en effet de l'idée qu'il y a une sorte de système énorme qui nous étouffe, quoi. Voilà. Bon, alors après, ça veut dire aussi que ça suppose, ça fonctionne, ça aussi, que parce qu'on arrive à se singulariser, mais à trouver dans une singularité quelque chose qui touche au désir commun. Hein, qui touche quelque part voilà, parce qu'en effet, si je fais quelque chose mais qui est compris par personne, bah, je vais être ultra singulier, mais je vais pas être reconnu socialement parce que ça va pas intéresser ou ça va pas être reconnu, ça va pas être compris. Donc, on risque de toucher dans une forme de folie, si on veut. Voilà. Il y a un enjeu ici en effet compliqué dans la question de l'artiste, qui est à la fois quelque chose qui est singulier, donc qui sort en fait, qui n'est pas produit encore de manière générale, mais qui reste quand même essayer d'être pris, voilà, d'être pris dans un affect quelque part qui touche au commun. Donc ça c'est intriguant, ça veut dire quelque part que dans la question de l'art, il y aurait la capacité à pouvoir, comment dire, et ici d'un art qui serait d'un art aussi, disons, capitaliste, hein. C'est qu'il y aurait une forme de logique dans l'art capitaliste qui viserait quelque part à être au contact du monde social, d'essayer de trouver dans le monde social des espèces de tendances minoritaires, d'affects minoritaires qui ne seraient pas symbolisés jusque-là, qui ne seraient pas inscrits dans un champ symbolique, dans une musique, quoi, du coup, et de les transformer en musique. C'est-à-dire quelque part que, pour moi, l'art, c'est un champ de symbolisation, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des affects inconscients et de les rendre conscients, de les structurer sur une structure symbolique qui va être une peinture, une sculpture, une musique, etc. Et là, du coup, il s'agirait quelque part, en effet, dans le capital, d'être capable de montrer quelque part au monde social un affect qu'il traverse mais qu'il n'arrive pas jusque-là à voir. Et c'est ça qui pourrait justement produire la question de la valeur là-dessus, quoi. Bon, on peut le poser aussi par rapport à du sport, hein, quelque part, un bon sportif, c'est quelqu'un qui va être peut-être 1%, c'est les exemples qui étaient pris dans le livre de Pierre Majeur,
1% plus rapide par exemple que les autres joueurs, et donc on est prêt à le payer 10 fois plus cher, parce qu'on a beaucoup d'argent, mais ce qu'on veut surtout avec ce beaucoup d'argent, ce club de foot qui a beaucoup d'argent, ce qu'il veut c'est les meilleurs. Parce que le but c'est de battre l'autre équipe. Donc le but c'est, même s'il est que 1% plus fort, eh bien ce 1% plus fort fait qu'il est quand même 10 fois plus rare, et donc du coup on est prêt à payer 10 fois plus cher. Voilà. Donc il y a ce rapport là. Dans le cinéma c'est pareil, hein. Enfin, le cinéma. Dans la technique par exemple audiovisuelle, la valeur d'une technique n'est pas indexée proportionnellement à la qualité. Il est même quelque part, comment dire, exponentiellement proportionnel si on veut. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut une caméra qui soit, je sais pas, juste 1% en effet plus précise qu'une autre caméra, par exemple un objectif, qui ouvre euh, à 1,4 par exemple, bah, si on veut un objectif qui ouvre à 1,2, c'est juste qu'il va juste permettre d'avoir un tout petit peu plus de lumière. Un objectif qui ouvre de telle manière qu'il a un peu plus de lumière, mais on ne gagne pas grand chose de lumière, on gagne vraiment rien du tout, quoi. Bon. Et bien juste ça, par exemple, et bien ça peut faire que l'objectif il va coûter 4 fois plus cher. Voilà. Donc c'est vraiment un truc où en fait une hausse même un peu minime de qualité, comme on est sur des terrains quelque part où on cherche un truc professionnel ultra fort, eh bien cette hausse minime de qualité elle va demander un niveau de compétences d'exercice, enfin de faire quelque chose qui va être très rare, et donc ça va coûter beaucoup plus cher. Mais en même temps, comme peut-être que comment dire, comme quelque part on va faire un film qui va coûter très cher, bah cette hausse minime elle vaut le coup, en fait, elle vaut le coup, donc on est prêt à mettre beaucoup plus cher. Donc il y a ce truc là qui est quelque part qu'on euh, euh, quelque part dans ce rapport là, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est pas qu'ils sont quelque part si quelqu'un quelque part gagne, je sais pas moi, 1000 fois plus que quelqu'un qui est au SMIC, ça veut pas dire qu'il est 1000 fois meilleur ou qu'il mérite 1000 fois plus, c'est pas proportionnel. Par contre, ça veut dire qu'en effet, quelque part, peut-être, d'une certaine manière, ses compétences en tant que patron, en tant que bon employé, etc., bah, sont un petit peu meilleures, peut-être même juste 1% meilleures, voilà, par exemple. Mais, parce que voilà, et donc c'est pour ça qu'on l'a pris aussi à ce moment-là. Bon. Donc ça suppose quand même quelque part que dans le capital, il y ait quand même une forme de hiérarchie. Ça suppose ici une forme de hiérarchie, hein, c'est terrible, hein, mais un peu de compétences, quelque part, ça justifie un logique de compétences, mais ces logiques de compétences ne sont pas proportionnelles. Voilà. C'est terrible parce que du coup, je suis en train de justifier quelque part le capital là-dessus. Mais en effet, il y aurait un peu un rapport comme ça. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, en fait, peut-être que ce 1%, il méritait d'être posé autrement. Ça veut dire que, moi, j'ai l'impression qu'en fait, justement, on se fait un peu avoir avec la logique de Marx, comme je disais, que qu'est de dire ici, c'est parce qu'on n'a pas quelque part investi ce champ du rapport à l'argent, etc., qu'on le laisse à quelques personnes. Et je me dis, imaginons quelque part, si 1000 personnes qui avaient l'habitude de travailler dans des trucs manuels, etc., prennent, c'est le discours un peu, je sais pas, un discours réac, moi, mais prennent, je sais pas moi, par semaine, une demi-heure ou une heure. Bon, c'est déjà un temps, mais bon. Pour peut-être, je sais pas moi, se former à justement des choses qui jusque-là sont réservées par une toute petite élite d'argent. Si quelque part, moi je me dis, c'est si les gens quelque part qu'ils ont des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont peut-être beaucoup d'argent parce que justement ils vont lire des bouquins de, je sais pas, enfin c'est un peu cliché, mais de comment placer son argent, de développement personnel, etc. Bon, bah, si quelque part en fait il y a que qu'ils font, bah forcément ils ont un avantage. Ils ont un avantage stratégique, et donc juste ils sont quelque part un peu plus calés. Voilà, ils sont juste 10% plus calés que les autres. Donc du coup, bah en fait ils ont un monopole là-dessus. Mais si justement en fait on est nombreux à se renseigner sur comment fonctionne un petit peu l'argent, bah, quelque part ils ont plus ce monopole parce qu'on arrive à le collectivement quelque part à retrouver une force collective de pouvoir travailler ces questions. En fait, on leur reprend ce terrain-là, quoi. Et peut-être qu'en effet, ça se touche à pas grand-chose, en fait. Peut-être que c'est vraiment... Voilà. S'il y a beaucoup d'argent, c'est parce que c'est vraiment un déséquilibre lié au monopole. Et c'est pas forcément une question d'être 10 fois plus, quoi. C'est juste quelque part un décalage de monopole là-dessus. Bon, voilà. Euh, pourquoi je parlais de tout ça, je sais plus. Voilà. Donc bon, bref, par rapport à Stigler, il faut que j'aille un peu vite parce que il y a ce truc là chez Stigler, moi aussi, où cette question quelque part que les GAFAM nous capturent, nos données, etc. Bon. Et je trouve que c'est un petit peu pareil aussi, c'est-à-dire que les GAFAM elles sont là aussi parce que quelque part il y a quelque chose qu'on ne prend pas soin de nous-mêmes aussi. Un peu.
il y a aussi d'autres choses qui étaient. Enfin, par exemple, sur Duchamp, il dit voilà, les artistes, faut être comme Duchamp, machin, quoi. Mais en fait, c'est beaucoup de bourgeois aussi. Hein, et j'ai l'impression qu'en fait, il y a un truc de. Les industries culturelles agissent comme des espaces de symbolisation générale. Ça veut dire que là où ils voient quelque part une forme d'aliénation, une forme d'enfermement, moi je me dis est-ce que c'est pas au contraire une manière où en fait les gens en fait utilisent ces outils-là pour s'approprier des choses qui leur ont été enlevées avant. Ça veut dire qu'en fait, oui, d'accord, les artistes quelque part se font de plus en plus bouffés par Instagram, etc. Mais en fait, les artistes avant, ils étaient dépendants des musées, ils étaient dépendants des white cubes ou de l'argent de la bourgeoisie. Et là, c'est aussi une manière de s'approprier un espace populaire, de ne pas dépendre de ces autres réseaux-là. Voilà, moi, s'il n'y avait pas en effet YouTube, tout ça, etc., c'est possible que bah, j'ai pas du tout, que j'y ai pas du tout accès au. Enfin, en fait, je veux dire, c'est que le White Cube, l'université, c'est aussi des industries, en fait. Les industries du savoir. Et Stigler, lorsqu'il fait, c'est pas un argument ad hominem, hein, mais lorsqu'il fait justement une production de pensée, ses livres, etc., bah, il utilise une industrie, l'industrie du livre. Il utilise l'industrie de l'université, dans lequel il a accès à des espaces, à des maisons qu'il n'a pas construites, enfin des bâtiments qu'il n'a pas construits, mais qu'il peut utiliser pour faire ses conférences, etc. Alors lui, bien sûr, lui n'est pas contre l'industrie, au contraire, hein, il veut essayer de renouveler ça, etc. Mais ce que je me dis, c'est bon, il y a aussi une logique capitaliste dans le monde du savoir, il y a une logique capitaliste dans le monde de l'université, etc. Bon, même si lui s'y oppose quelque part, en fait, est-ce qu'elle n'a pas toujours été un peu là? Est-ce que c'est si nouveau que ça? Est-ce que le capitalisme, il a vraiment, il s'est construit en même temps que la construction des usines, ou est-ce qu'il n'y a pas déjà eu quelque part depuis longtemps une sorte de capitalisme attentionnel où voilà, dans les livres, eh bien, il y a une sorte de compétition attentionnelle pour savoir quel est le livre le plus intéressant. Et puis auparavant, au niveau de l'oralité, bah, c'était le discours du chef qui était mis en avant, qui avait plus de poids que les autres, qui recirculait ailleurs et tout. Donc en fait, la logique ici un peu du capitalisme, une sorte de compétition entre les discours, etc., est-ce qu'elle n'est pas structurante à un plan très profond? En fait, ce que je dis ici, c'est que ça serait pas ici une sorte de parasitage, le capitalisme, mais ce serait une sorte d'extension, quelque part, d'une sorte de prédisposition ontologique, enfin, ontologique, en tout cas anthropologique, si on veut, qui peut-être faut le penser différemment, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de le penser comme étant la garde de tout le monde contre tout le monde, mais c'est qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est forcément, disons, un truc un peu à abattre, si on veut. Et même aussi, la question de l'industrie là-dessus, elle serait pas quelque chose qui serait là en train de contrôler le reste. Hein, il y a un peu chez Stiglitz l'idée que l'industrie contrôle les humains, etc. Mais c'est-à-dire comment, au contraire, ça nous produit. Enfin, en effet, on est produit par ça. Parce qu'en plus, c'est son discours, quoi. Son discours, c'est un discours un peu de Simondon et tout, que l'humain est produit par la technique. Mais du coup, il faut assumer ça, quoi. Et est-ce que je suis en HD